Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Michel, bonsoir Ludovic. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode de Course épique qui est enregistré le mercredi 24 août en public et dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc, on l'aura compris. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir donc Ludovic Pommeret, Jean-Michel Fort-Vincent et Sylvaine Cussot qui est actuellement retenue et qui est sur le point d'arriver. Donc là, on devait installer un hologramme de Sylvaine. On a un petit souci technique, mais elle va arriver incessamment sous peu et on peut lui faire confiance là-dessus. Elle sera là au rendez-vous. Bonsoir à tous les trois, enfin tous les deux. Bonsoir et bonsoir public. Bonsoir public. Cette semaine s'annonce exceptionnelle pour Course épique avec la mise en place d'une quotidienne de mercredi à dimanche qui va être enregistrée chaque jour ici au Majestic à Chamonix. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir et assister à ces enregistrements. Ce sera aussi l'occasion de se rencontrer. Ces épisodes de Course épique seront disponibles comme habituellement au format podcast. Voilà, Sissi, au format podcast comme habituellement. Et également, c'est les plateformes vidéo favorites, YouTube, Facebook. Chaleureux applaudissements pour Sissi. Ouais, bien sûr. Allez, la foule en délire. Merci d'être là, c'est trop gentil. Bienvenue, Sissi. Merci de ta présence. On a un running joke avec Sissi. Sissi, tu as un micro, je pense, à côté de toi. Ouais, joli. Sissi, tu as un micro, je pense, à ta gauche ou à ta droite, sur le fauteuil, je pense. Voilà. Donc on a commencé avec un hologramme de toi, c'est ce qu'on racontait. Donc on a mis en place toute une technologie 3D. Et ça marche. Parfait. Je reprends. Donc voilà, ces épisodes seront disponibles comme habituellement en format podcast et aussi en vidéo sur notre page Facebook et sur notre compte YouTube. Toutes les infos sur les dates d'enregistrement sont dispo sur notre compte Instagram. Voilà, c'est fini pour la partie promotion et annonce pour l'émission. Merci également à l'équipe de l'UTMB du Majestic qui nous reçoit aujourd'hui dans un lieu vraiment majestueux, on peut le dire. Je vous propose de démarrer l'émission avec une présentation de nos trois invités du jour, Jean-Michel, Ludovic, Sissi dans les ordres. Je vais successivement présenter chacun d'entre vous avec une petite subtilité cependant. J'ai glissé une information erronée dans la présentation de chacun. Donc Ludovic, tu n'es pas au courant, mais je me suis permis de glisser une information qui est fausse dans ta présentation. Il est espoir. Et j'espère que je la Exactement. trouve. Ludovic Pommeret, 22 ans. Il connaît pas ça. Donc à vous d'être perspicace et je peux vous faire confiance là-dessus pour essayer de trouver... parce qu'il y a une information qui est fausse dans la présentation de chacun. Jean-Michel a 54 ans, c'est un pur produit des Alpes. Il a des chiffres qui donnent le tournis, mais qui suscitent quand même surtout l'admiration. Travaille dans le sport depuis plus de 25 ans, chez Salomon de 96 à 2005. Tu œuvres en indépendant depuis 2007. Tu es un ancien sportif pro en snowboard, manager d'équipe de VTT, de snowboard, de ski. Tu peux pas dire si c'est bon ou pas pour l'instant parce qu'il y a peut-être du bluff. Tu es manager du team Trail Running Elite Salomon. Tu fais ton 20e UTMB aujourd'hui. Tu comptes 7 victoires sur l'UTMB, une CCC, une TDS. Tu es très fan de l'humour de Dr House. C'est là où ça se corse. Tu as écrit un ouvrage de référence sur le trail qui s'appelle Trail à la douzaine, en rupture en librairie depuis 2017 et qui est en cours de réimpression. Et tu te passionnes pour les casquettes et les maillots collector en trail comme en basket. Si, Ludo, est-ce que vous avez une idée de ce qui n'est pas vrai dans ce que j'ai raconté de Jean-Michel à l'instant ? 54 ans. Tu donnerais plus ou moins? On aura tous Joker. compris. Si, une idée Non, je vois pas. Tout paraissait à peu près plausible. plausible. Ben non. Jean-Michel, Jean-Michel, est-ce que en tu tout sais cas, ce qui est pas vrai? En plus, il d'ailleurs. était toujours comme ça. T'as pas écrit de bouquin. Je sais pas écrire. Voilà. Jean-Michel n'a pas écrit le bouquin Trail à la douzaine, voilà, qui était encore un jeu de mots honteux. C'est vrai, et il n'est pas en rupture depuis 2017 du coup. Voilà. Il est en rupture parce qu'il n'est pas sorti encore. C'est ça qui explique qu'on puisse pas le trouver. Bon, c'était un projet de bouquin, on en parle, Jean-Michel. On pourra s'arranger. C'est à toi, Ludovic. Donc, même principe, tu as fêté tes 47 ans il y a un peu plus d'un mois. C'était fin juillet. Tu es né à Valoir en Savoie. Tu travailles pour le contrôle aérien suisse. Tu es passionné de sport depuis ton enfance. Tu pratiques le snowboard, le windsurf et t'orientes ensuite vers le ski de randonnée. Et tu as la pratique notamment intensive des courses en baignoire avec une prometteuse 7e place au championnat de France en 2012. Une carrière qui malheureusement n'a pas tenu toutes ses promesses aujourd'hui. Donc tu t'es un peu rabattu plus particulièrement sur le trail que tu as commencé en 2002. Tu es membre du team Oka. Tu as un palmarès qui pourrait nous occuper, je pense, à peu près l'intégralité de l'épisode. Donc, on va aller dans les grandes lignes. Mais tu as été victorieux de l'UTMB en 2016. Tu nous l'avais raconté dans un des épisodes de Course épique, la remontada. Tu nous as donné cette chance. 4e ici même sur l'UTMB l'année dernière. Vainqueur de la Diagonale des Fous avec Daniel Young à l'automne dernier. 6e à la Western State plus récemment, fin juin.
Et la course d'hier s'est très bien passée pour toi. Tu vas nous le raconter. Je ne veux pas spoiler le résultat parce que évidemment personne ne sait à quelle position a fini Ludovic hier. Et tu nous l'avais confessé dans l'épisode de course épique. Si tu devais être un animal, tu serais un chamois. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux d'après vous? Course en baignoire. Non, tu crois pas? Non. Ouais, Jean-Michel? Il n'a pas 47 ans, il court comme un cadet. Bravo, Sissi, c'était bien la baignoire. Ouais, bien trouvé. À ton tour, Sissi, on l'a fait dans le désordre. Tu es né au Mans dans la Sarthe, tu as 40 ans. Tu as débuté par la gym à l'âge de 6 ans, puis l'athlé à l'âge de 10. Après le bac, prépa HEC, école de commerce à Toulouse. Tu travailles pour Iron depuis 2012. Tu vis désormais une bonne partie de l'année à La Réunion. Et puis tu as un palmarès aussi très évocateur. On pourrait là aussi prendre une bonne partie de l'épisode pour en parler. Deuxième au Marathon des Sables tout récemment. J'avais le plaisir d'être pas très loin de toi. Quatrième à la Diag en 2021 avec une fracture du péroné qui t'a accompagné jusqu'à l'arrivée. Huitième de la TDS en 2018. Et puis voilà, tu as remporté plusieurs fois l'Éco-Trail à Paris, le Trail au Cap-Vert en 2021. Bref, on a beaucoup de choses à raconter. Tu es athlète ASICS. Dans la sphère privée, tu es une grande fan de la série de films Sissi. Et tu es, si tu étais un personnage fictif, tu serais Gaston Lagaffe, puisque tu as un penchant pour pencher dans les courses. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ça? Elle tombe pas sur les courses, quoi. Jamais. Elle ne tombe jamais. C'est une légende. Elle ne tombe jamais. Elle roule dignement, mais elle ne tombe. Bon, Sissi, Si, t'es pas fan de Sissi quand même. Non, je suis pas Bravo. Je vais maintenant rapidement présenter la TDS pour les auditeurs du podcast. Belle technique, sauvage, exigeante, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cette course, acronyme de Sur les traces des Ducs de Savoie. La TDS relie le Val d'Aoste en Italie, à la Savoie, à la découverte des villages autour du Mont Blanc et des massifs qui les entourent. Parcourir ce terrain, c'est aussi emprunter des sentiers où se mêlent l'histoire de la montagne, la technicité du terrain et la bienveillance de ses habitants. C'est de la poésie pure, je pense que ça pourrait être dans ton livre, ça, Jean-Michel, dans ton livre à venir. En plus de son traditionnel départ à Courmayeur, la TDS part à la découverte du Beaufortin en proposant une traversée des lieux incontournables du massif tels que le Pas d'Autray avec sa vue imprenable sur la Pierre-Amenta et le Grand Mont, lieu mythique du ski alpinisme, mais aussi Haute-Luce avec ses hameaux typiques et sa vue imprenable sur le Mont Blanc. C'est une des TDS revisitées qui attendait les coureurs cette année. On va parler chiffres un peu. Cette course, elle est longue de 145 km et compte 9100 mètres de dénivelé positif. 1600 coureurs avaient rendez-vous sur la ligne de départ avec l'espoir de rallier la ligne d'arrivée place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Sachant qu'à l'heure à laquelle nous enregistrons cet épisode, les derniers finishers ne sont pas encore arrivés et selon les derniers pointages, on a encore 200 ou 300 qui sont dans la nature et qu'on espère arriver à bon port avant la barrière horaire de 44 heures. Comme le veut la tradition dans l'émission, à l'issue que vous avez faite tous les trois, j'ai déjà le plaisir d'échanger avec chacun de vous. À l'issue de la présentation de la course vient la question qui pique. C'est une question que je pose à mes invités qui est gentiment piège. Exceptionnellement, vous allez pouvoir répondre à plusieurs, donc vous avez cette chance-là. Selon vous, est-il vrai que l'UTMB compte un total de 400 sommets sur l'ensemble de l'événement? En cumulé, sur toutes les épreuves. 400. Ça me paraît beaucoup quand même. Tu Sommet, dis mais je ça veut dire quoi? bluffe. Sommet qui est... Sommet au sens large, je pense. Sommet. Ouais, parce que- Sommet parce au qu'on sens passe pas- large. Sommet, Oui, oui. tu viens de la région parisienne. Oui. Donc c'est quoi pour toi? Au-dessus de Montmartre, c'est un sommet ou pas? C'est ça mon référent. Majestic est un sommet. Ouais, On a grimpé quand même pour venir. Parce qu'on passe pas beaucoup de sommets en fait, quoi. Ouais. Et ben, en tout cas, dans le dossier de presse de l'UTMB, on nous annonce que oui. Et Ouais, mais ça, c'est le dossier de 487 presse. kilomètres. Vous pensez qu'il y a de la surenchère un petit peu? Ouais. Tu viens sur une course, on passe sur les sommets. Mm. Ça prend son. Le col de la Balme m'a tué, je peux vous en parler. On va parler donc aujourd'hui de la TDS. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que se passe la récup qui est toute récente? Là, Ludo, ici, vous êtes dans quel état aujourd'hui? Plutôt pas mal. Disons que j'ai eu des moments pires après les courses. Et puis ce matin, on a pu profiter un peu des thermes ici. Donc voilà, ça permet de bien récupérer. Et puis la récup se passe souvent mieux quand on réussit la course, quoi. Donc, Si. Ben, Ludo, il est arrivé hier. Il faisait jour encore, non? pour l'apéro. Voilà. Moi, je suis arrivée à 5h30 ce matin. Donc, autant dire qu'on n'a pas passé la même nuit, je pense. Non, moi, j'ai dormi 1 heure max. Donc, 2 nuits blanches plus une toute petite nuit. C'est un petit peu dur, mais j'avais qu'à aller plus vite, quoi. Tu as fait la fête la veille de la course. Pourquoi 2 nuits blanches alors, du coup? Et ben, Départ à minuit. la première, on est parti à minuit. Ah, Et après, je suis arrivée à 5h30 ce matin, moi.
J'ai pas ton niveau. Non, mais alors, cherchez la nuit courte, alors. Je sais pas où est-ce qu'elle est, la nuit courte. Jean-Michel, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la course de Ludo et Sissi, est-ce que tu peux nous éclairer, toi, sur ton rôle de team manager pour quelqu'un qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne? Quelle est la spécificité de ce rôle-là? Où est-ce que ton périmètre commence? Où est-ce qu'il s'arrête? C'est assez vague. Sur la TDS, c'était accompagner un tout jeune coureur qui ne connaissait pas, qui débute la course à pied. Et ce qui était sa consigne de suivre le garçon à côté de moi. Parce que quand tu donnes des conseils à un mec, tu lui dis clairement, tu te mets sur Ludo. Lui, il connaît par cœur, il va t'amener le plus loin possible et toi, tu essayes de rester à côté comme tu peux. Et voilà, non, après, c'est essayer de gérer tous les petits détails d'un nouveau coureur qui ne connaît pas un environnement et tout, pour lui dire, là, tu essayes de prendre un peu plus de flotte parce que c'est long, là, tu prends moins de flotte. L'habituel encouragement et conseil. Ludovic, est-ce que tu peux nous parler de l'état de forme et les dispositions dans lesquelles tu t'es présenté sur cette TDS? Tu es arrivé ici avec beaucoup, passionnément de certitude? Non, j'arrive pas à avoir de certitude en fait, à avoir une course, ni me sentir mal, quoi. Donc voilà, c'est toujours, on voit pendant la course, quoi. Donc voilà, au final, je pense que c'était pas si mal. C'était pas pire, comme on dit ici. Et puis voilà, j'ai couru un bout avec justement avec ce coureur dont Jean-Mi parlait, quoi. Et ouais, c'était un bon petit bout ensemble. C'était sympa de partager ça aussi. Jean-Mi, tu m'avais dit, on a un petit jeune qui débute, mais je pense qu'il va faire parler du Elias qui dort, qui ne dort pas en l'occurrence, qui court. Ludovic, tu as fait 2 tentatives précédemment sur la TDS en 2018 et 2019 avec des fortunes diverses. Est-ce que tu avais un rapport particulier, un lien particulier avec cette course? Ouais, c'est vrai que la première fois que je suis venu sur la TDS, alors c'était sur l'ancien parcours, et je ne l'ai pas terminé, mais pas parce que j'étais blessé. Enfin, c'était vraiment plus psychologique en fait que physique. Et voilà, après en 2019, c'était mieux. J'ai réussi à faire un podium, à finir 3e. Et voilà, cette année j'avais envie aussi de bien faire et j'avais envie de courir cette course aussi parce que ce qui est sympa sur la TDS, c'est que c'est en début de semaine UTMB et après on peut profiter du reste de la semaine. Donc ça, c'est cool. On ne te verra jamais sur la PTL donc. C'est vrai qu'on profite moins là du coup. C'est une nouvelle semaine, tu arrives le lundi pour profiter de l'autre semaine en fait pleinement. Sissi, toi comment tu es arrivé, quelle était ton idée avec cette TDS? C'était principalement prendre du plaisir, quelles étaient tes ambitions ou tes objectifs en tout cas? Alors à la base, moi j'étais sur la CCC au départ et comme Ludo, je me suis dit c'est pas mal de courir en début de semaine, comme ça après on peut faire l'apéro. et en plus non, ça laissait un peu plus de temps. Moi l'idée c'était aussi de faire une course pour me préparer pour les prochaines, surtout pour la Diagonale des Fous. Donc faire des kilomètres et du dénivelé, bien sûr. Si j'ai les jambes, essayer de faire du mieux possible. Mais sur une course comme ça, je connais mon niveau et je sais que je peux pas rivaliser par rapport aux filles qu'il y a devant. Donc d'ailleurs, elle a été très costaud devant. Je suis admirative. Enfin, même du chrono que tu fais, Ludo, bravo, chapeau. C'est vraiment très fort. Donc voilà, moi sur des courses comme ça, à mon niveau, c'est essayer de prendre du plaisir un maximum, de me régaler, de pas me laisser et de me dire j'ai fait du bon boulot, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis allée au bout, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas été simple. C'était pas la forme des grands jours. Ludovic, tu avais toi réalisé une double reco UTMB et TDS en compagnie de ta femme la semaine qui précède. C'est une pratique habituelle pour toi de faire ces recos juste avant, et puis qu'est-ce que ça t'apporte? Ça contribue à t'aider à basiquement repérer les lieux, pour la visualisation, pour toi t'apaiser, apporter un peu de quiétude sur tes capacités à ce que ça fonctionne bien. Voilà, quelles sont les vertus de l'intégration de ce repérage-là les jours qui précèdent? Alors une habitude, non, ça a commencé l'année dernière en fait. C'était la première fois que je faisais une reco en fait sur les courses, même si l'UTMB je le connaissais quand même. Et donc j'ai trouvé quand même pas mal d'intérêt à faire cette reco et de se remémorer le parcours. Donc voilà, l'année dernière c'était la première fois. Cette année, Arthur m'a proposé de faire une reco UTMB. Alors je courais pas l'UTMB, donc c'est pas vraiment une reco, mais c'est de l'accompagner pour faire cette balade 3 jours. On l'a fait une reco en 3 jours avec Arthur. Et voilà, je voulais proposer aussi à ma femme de faire la reco TDS la même semaine pour mettre un peu de volume dans la semaine. Et voilà, c'est ce qu'on a fait aussi sur 3 jours.
Elle pour se préparer sur la Diag et moi pour me préparer sur la TDS. Et voilà, sans la dénigrer, aller à un rythme un petit peu plus faible qu'avec Arthur quand même. Si, comment s'est passé ton début de course, ton tout début, la vingtaine de premiers kilomètres, ça a été? C'est parti vite, ça part de plus en plus vite, j'ai l'impression, les ultras. On part pour 145 km, on a l'impression de partir pour un 10 bornes. Ça Toi- m'impressionne à chaque fois, les départs. Tu laisses filer dans ces cas-là, on se c'est prend, l'idée on se prend dans l'euphorie du truc, ce qui est normal. Hein. On essaie de se placer aussi parce qu'après on sait qu'on va rentrer dans les singles et que on va se faire enfermer. Donc j'ai trouvé que c'est parti vite. Et puis minuit, c'est particulier, hein, partir à minuit au niveau digestion. Tu manges à 19h un repas, mais tu l'as toujours un peu dans le ventre. Je sais pas toi Ludo, mais moi j'ai pas dormi du tout la journée, donc je suis partie, j'étais un peu fatiguée quand même à minuit, donc tu pars, forcément t'as un peu sommeil parce que physiologiquement, on n'est pas fait pour courir à minuit normalement. Donc tout ça fait que ouais, tu prends le départ, t'es pas forcément dans les meilleures dispositions, mais ouais, j'ai vite été mal en fait. Je suis assez sensible à l'altitude et on monte le col du Petit Saint-Bernard, je sais pas, on est à 2005, 2007. Col des Chavannes, je pense qu'on doit être plus haut que le Petit Saint-Bernard. 2007, 3000. Ouais, un truc comme ça. 2005, à peu près quoi. Ouais, en tout cas, on a Petit plus colo, de 2000 quoi. et moi, je sais que je suis assez sensible à l'altitude. Juste un peu plus haut que Montmartre, mais j'ai été Dis vite Montmartre. prise de vertige, de maux de tête, tous les symptômes du mal des montagnes, quoi. Ça m'arrive souvent sur les courses de l'UTMB parce que je m'entraîne jamais en montagne. À La Réunion, c'est max à Mafat à 1000, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon point faible. Après, ça allait mieux quand on est redescendu et puis j'ai pu reprendre un peu de plaisir et remonter un peu parce que j'étais très 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 loin dans le classement en haut. Et après, voilà, comme tous les ultras, c'est en dents de scie, des hauts, des bas. T'as la tête qui gamberge dans ces cas-là, enfin, quand les débuts de course sont justement assez compliqués, est-ce que tu arrives à contrôler tout ça? En tout cas, c'est quoi tes clés pour t'extraire du doute? Franchement, quand tu pars pour 145 km et que déjà dès le départ t'es pas bien, ouais, tu te dis ça va être long. Si c'est ça tout du long, ouais, ça fait réfléchir. Surtout que là, j'étais vraiment mal au point de tituber, à me dire là c'est un peu dangereux parce que si à un moment donné t'avances plus et que bah voilà, j'en parlais récemment, les accidents de montagne, on sait ce que c'est. Et, personne n'est à l'abri, hein, même si on fait attention et même si on est expérimenté, on n'est pas à l'abri d'une chute. Et quand on n'est pas lucide, ce qui est le cas quand on est fatigué ou quand on a sommeil, des choses comme ça, vaut mieux arrêter, quoi. Donc ouais, je me suis posé la question sur la première montée en me disant si c'était comme ça à Bourg-Saint-Maurice, ça sert à rien de continuer. Surtout que j'étais là pour faire du bon boulot pour la Diag et je savais que je pouvais pas jouer un classement, donc. Mais ça allait mieux à Bourg-Saint-Maurice, donc du coup, voilà, je suis repartie dans une spirale positive et ouais, après quand tu t'entoures de négatifs, c'est pas bon non plus, quoi. Tu bois du noir, et c'est le cercle vicieux, quoi. Et quand tu arrives à inverser la tendance, tu repars dans du positif. Mais c'est l'ultra, c'est ça, quoi. Parce qu'il y a une force, c'est pas un exercice très simple en tout cas. La méthode Coué, elle est compliquée à appliquer malgré tout. Ouais, je pense que l'expérience fait que tu arrives, au bout d'un moment, tu te connais et tu retrouves les ressources, quoi. Ludovic, sans parler de stratégie à proprement parler, c'est compliqué sur l'ultra, mais est-ce que tu avais déjà une idée de rythme auquel tu souhaitais de rythme que tu souhaitais adopter avec des temps de passage quand même qui étaient établis de façon relativement précise? Est-ce que tu imaginais partir relativement prudemment avec tous les guillemets qui s'imposent et monter en puissance progressivement, ou est-ce que ça s'est imposé à toi naturellement avec le rythme de la course? Alors, non, on peut parler de stratégie parce que mon coach m'avait clairement dit de ne pas partir comme la western. Donc, voilà, de rester en dedans. Et bon, je pense que de toute façon, sur un ultra, c'est vraiment c'est mieux en fait de gérer quand même sa course tranquille et d'être dedans sur la première partie de course. Alors, on n'a pas du tout le même ressenti avec Sissi, puisque moi, j'ai trouvé que la course partait vraiment doucement. Et je pense que c'est une des TDS, enfin, des 3 que j'ai participé, qui est partie vraiment la plus doucement. Et voilà, le chrono, en fait, moi, j'avais juste le chrono Bourg-Saint-Maurice, Beaufort. Et Bourg-Saint-Maurice, je suis 7 minutes plus lent, en fait, qu'en 2019. Et alors que je suis qu'à 3 ou 4 minutes de la tête de course. Donc voilà, ça c'est... Mais tu avais fait le choix en tout cas de pas donner le tempo et quand bien même la course était partie relativement doucement. Oui, non, c'était vraiment rester dedans. Aussi,
voilà, rester avec d'autres coureurs. J'ai passé un moment avec Guillaume, boxiste du Team Oka. Et ouais, passer la nuit tranquille, finir la nuit tranquille et après voilà, et faire ce qu'on peut pour rattraper la tête. Mais voilà, j'étais vraiment surpris qu'elle soit vraiment pas loin, quoi. Donc c'était une bonne surprise. Après, Ludo, quand je dis partir vite, c'était le premier kilomètre. Parce Ouais. que Non, mais dès voilà. qu'il y a la première montée, tout le monde se calme. D'ailleurs, tout le monde commence à sortir les bâtons sur le bitume dès les premières montées. Ça m'impressionne toujours aussi. On Ça vient va de être un autre partir et sujet, les t'entends bâtons, tac, justement. tac, tac. C'est de l'escrime. En même temps, Ludo, il sort quand même de la western, où ça court vraiment très très vite. Ouais. Et tu rentres dans une aventure TDS qui est la course la plus dure ici de la semaine. Clairement, il y a. En quoi tu considères qu'elle est plus difficile que l'UTMB, par exemple? Regarde la vitesse moyenne, de toute façon. Et Parce qu'on est moins bon, c'est vrai. déjà, ouais, c'est un peu EHPAD, tu vois, faut le dire. Tu vois. Dis Ludovic qui a gagné l'UTMB. Mais quand ça visse, quand ça accélère à Beaufort, bah, en haut, tu sors combien? 3 à Beaufort et t'es premier en haut, à Haute-Luce. Non, Beaufort, je repars en tête à Beaufort. Tu ressors, Gérard? Ouais. Mais derrière, c'est une boucherie derrière. Ouais. Et c'est là où quand même la C'était un peu TDS, voulu quand même. la TDS c'est hyper compliqué. Si tu peux arriver à Beaufort bien et t'es Haute-Luce 6 km après, ben, t'es dans une voiture. Tout simplement. Il y en a qui sont dans la voiture. Jean-Michel, tu regardes ta grande expérience. C'est une jolie façon de le dire. Tu es évidemment un habitué du suivi des coureurs au plus près des courses. Tu en as fait un certain nombre, on le sait. Est-ce qu'il y a un gros sujet pour toi c'est toujours source d'émotions très fortes et c'est un combat pour garder ton calme et tu vis intensément la course, là comme hier avec Elias, du premier au dernier mètre. Est-ce que justement ton expérience fait que tu as l'assise et le recul nécessaire pour prendre ça avec philosophie, sagesse? C'est clairement, tu as moins de pression que sur une UTMB. Tu es sur une UTMB, sur des ravitaux d'une UTMB où tu joues à la seconde entre un Jim, un Kylian, un Ludo et compagnie. Avec François, tu rigoles plus beaucoup. Là, tu as un peu plus de place, tu peux te garer en voiture plus facilement. Après, l'émotion d'une course, c'est pareil. Là, quand j'appelle un gamin qui est là, qui te fait confiance et qui va partir 145 bornes et tu le pousses et tu lui dis ouais, ça va passer. Tu es garant aussi du gamin de ne pas l'emmener dans une galère. Donc il faut que ça se passe bien et l'objectif, nous, c'était dans les top 10, c'était bien, top 5, c'était merveilleux et le podium, c'était un peu une super cerise. Donc il fait super cerise, c'est pas mal. Ça fait Mais super plaisir. c'est qu'une étape, pour lui, c'est qu'une étape dans une construction qui va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'un ultra-trailer, tu sors pas un ultra-trailer en une année. Ça n'existe pas, il n'y a pas de potion magique. Là, un ultra-trailer, c'est de l'expérience et... Sachant qu'il a déjà une courbe de progression incroyable sur la course à pied, il est relativement novice, il est très récent. Il est neuf. Il a vraiment attaqué en septembre dernier sur notre course à Serpenson. Et derrière, il n'a jamais sorti d'un podium. Il gagne le Ventoux sur un 72 bornes. Il fait juste derrière Aurélien à la Maxi Race. Derrière Ludo, il fait 3e à la TDS. Donc voilà, mais c'est une marge de progression. C'est une marche vers une suite. Mais c'est pas parce que tu fais 3 à la TDS que tu es un ultra-trailer. Tu as validé juste une étape. Tu as dit ça à Kylian quand il est arrivé sur l'UTMB la première année. On ne il fait pas un ultra-trailer. Il a quand même plié tout le monde en même temps. Tu te rappelles, Ludo? Tu te rappelles, tu avais déjà 43 ans. Merci. Si, est-ce que tu pourrais nous parler de la il suite n'était pas né. Est-ce que tu pourrais nous parler de la suite de ta course, une fois les difficultés du début? Comment ça s'est passé? Et puis il y a un sujet qui a beaucoup fait parler. J'ai interrogé la communauté de course épique s'ils avaient des questions pour vous. Il y avait notamment le sujet des bâtons que tu as de toi-même évoqué sur les réseaux sociaux qui a beaucoup interrogé. Est-ce que c'était un choix philosophique, un pari, un oubli de partir sans bâton? Et puis voilà, plus globalement, est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite de ta course jusqu'à Chamonix? Alors, je savais que je me mettais un peu des bâtons dans les roues, c'est qu'à le dire, enfin de bâtons, en ne prenant pas de bâton. Il y a vraiment peu de coureurs qui n'en prennent pas. D'abord, je ne sais pas les utiliser. J'ai jamais couru avec des bâtons. Donc, il faudrait déjà que j'apprenne à utiliser des bâtons. Tu arrives à tenir sur 2 pattes avant d'être sur 4. Parce que Et parce que ça paraît contre nature, si tu l'as jamais vraiment éprouvé avant. Coordination, pieds-mains, ça va être super compliqué. J'allais dire, deuxièmement, j'ai déjà du mal
à moi, juste avec mon corps, à m'en sortir. Donc rajouter des bâtons, j'ai peur de ce que ça va donner. Et puis après, il y a la diag. Voilà, c'est vrai que j'avais pas envie de m'habituer. J'ai peur de m'habituer et de bien aimer et de plus pouvoir m'en passer. Donc je me dis, tant qu'il y a ce projet diag encore, ça sert à rien sachant que là, je venais pas pour faire un truc et je l'avais pas préparé spécifiquement. J'ai préféré partir sans, mais avec du recul, effectivement, c'est une course, il vaut mieux les bâtons, quoi. C'est comme disait Jean-Michel, elle est beaucoup plus dure que la CCC ou l'UTMB parce que les pentes, je trouve, sont plus raides. Après, plus technique, donc je sais pas si avec les bâtons, dans les cailloux et tout, moi personnellement, j'aurais du mal, mais bon, c'est aussi parce que je sais pas les utiliser. Mais clairement, il y a des pentes. La dernière ascension au col du Tricot. Alors, j'en ai clairement bavé, mais vraiment, j'étais parfois partir en arrière, quoi. Tellement, tellement j'arrivais pas, j'avais pas assez d'énergie et je me disais ouais, je voyais les gars à côté avec les bâtons et ça doit aider. Mais non, c'est pas une philosophie. Après, c'est vrai que moi, je me suis mise tard sur le trail et je venais de la route, de l'athlé. C'était pas déjà pour moi un sac. Courir avec un sac, ça me perturbait, quoi. Parce que pour moi, c'est de la randonnée, courir avec un sac. Enfin. Si tu veux, quand tu connais pas le monde du trail et que tu arrives là-dessus, il y a tant un sac, des bâtons, courir avec de l'eau, ça paraît pas normal en fait, parce que courir, tu pars léger, tu pars, t'as rien, et tu mets des baskets et voilà. Donc l'équipement, c'est indispensable en trail, mais il faut apprendre quoi. Il faut juste apprendre. Donc les bâtons, j'apprendrai un jour. Et là, j'en ai un peu bavé sans les bâtons, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même et j'assume, donc c'est pas grave. J'ai tiré sur les mollets, j'ai tiré sur le dos. Par contre, j'ai du coup très mal au dos. Et la suite du parcours, parce que c'est ta question. C'était très constante, ouais. Il y avait plein de tiroirs dans ma question, mais oui, c'était aussi une des questions. Ouais, envie de dormir. J'ai jamais eu envie de dormir sur les ultras. Et là, il y a eu les 2 nuits blanches, oui, parce que moi, j'ai fait une deuxième nuit blanche, du coup, Ludo. La deuxième nuit, franchement, j'avais espoir d'arriver vers entre 1h et 2h du matin. Et en fait, ça s'est pas passé comme je voulais, donc je suis arrivée à 5h30. Donc la dernière, justement, l'ascension du col du Tricot, je m'endormais clairement, quoi. Parce que je pense qu'il y a une monotonie dans les montées qui fait que voilà, tu peux vite somnoler, alors que dans les descentes, t'es plus concentré. Et voilà, donc j'ai hésité à m'arrêter de dormir. D'ailleurs, il y a beaucoup de coureurs qui s'arrêtent de dormir en fait dans le peloton quand tu es dans les centièmes et pas dans les premiers. Je vais voir ça bientôt. Donc ouais, j'ai eu un peu de sommeil, mais après globalement c'est comme les ultras où t'es pas aux grandes formes, où t'as des hauts, des bas quoi. Des fois ça allait très bien et puis des fois ça allait pas bien. Ludo, à ton tour dans les grandes lignes de la course, donc partie top 25 tranquillement, puis ensuite petit à petit l'oiseau a fait son nid. Et ça remonte alors moi j'ai pris les bâtons du coup, même si je vais faire la diag en octobre. Mais bon, juste pour si je termine sur les bâtons, ouais, je pense que c'est bien si elle venait en entraînement aussi de ne pas prendre les bâtons. Voilà, à la diag ils y sont pas de toute façon, donc autant pas faire les entraînements avec. Quand j'ai fait la reco avec ma femme, moi j'avais les bâtons, elle les avait pas parce que elle c'était l'entraînement de la diag. Donc voilà, ouais. Mais bon, je pense que c'est quand même un gain et voilà, moi j'aime bien les utiliser quand ils sont autorisés. Donc je pense que je suis un peu des rares coureurs à les utiliser aussi en descente, sur certaines descentes, quoi. Voilà. Quelle vertu ça? Pour moi, ça me permet justement, quand on a pas mal de marches à sauter, d'amortir les impacts, de stabiliser un petit peu, en fait. Justement, quand c'est un petit peu technique, on peut se rattraper sur un bâton. Enfin, voilà. Est-ce que ça te libère aussi psychologiquement de savoir que tu as ça comme appui éventuel ou ouais, psychologique. Puis non, je pense que quand même, on peut avoir une économie musculaire. Après, les bâtons, voilà, comme disait Sissi, il faut s'en servir. Parce qu'on voit quand même quelques coureurs qui baladent des bâtons. Il n'y a pas forcément une utilité. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur faire mal au bâton. Donc, il faut quand même appuyer un petit peu dessus, quoi. Si vous êtes contre la maltraitance des bâtons, vous n'êtes pas à bonne école avec Ludo. Voilà. Sinon, pour la course, non, ouais. Là, je pense que je l'ai dit à plusieurs personnes. Là, toutes les planètes étaient alignées. Donc, voilà, j'ai fait une course en dedans et au final, en fait, voilà, jamais trop loin de la tête de course. Après, avec le recul, je pense que j'ai pas été si lent en fait. Peut-être même, avec les coureurs avec qui j'étais à Bourg-Saint-Maurice, peut-être été un petit peu rapide sur la montée du Fort de la Platte. Peut-être un peu envoyé. C'est vrai que là, ça fait un petit peu de dégâts.
Voilà, je pense qu'Elias a accusé aussi un petit peu cette partie-là. Et après, par contre, arrivé sur Beaufort, donc j'avais rattrapé juste avant au pas de Loutré la tête de course. Donc arrivé sur Beaufort, ouais, là c'était vraiment clairement stratégique d'essayer de mettre un petit sac dans la montée, quoi, avec notre ami chinois qui était toujours derrière le premier en fait, que ce soit Hugo à ce moment-là ou moi, il était toujours derrière, mais voilà, ils n'allaient jamais se placer devant. Et voilà, le but c'était d'assommer, un petit popcorn, de le faire péter, mais tu l'as fait péter. Voilà, donc ose le dire. non, mais voilà, il est parti avec un petit peu de retard au ravito, il a fait une gym, il a pas lissé pour revenir, et voilà, au pied de la bosse après, c'était à moi d'en mettre une, donc voilà. On a fait le job, quoi. Et voilà, après quand on est en tête, après faut tenir, donc disons que dans ma tête j'aurais voulu en fait arriver un petit peu plus tard en tête pour avoir moins de pression en fait à la tenir, mais voilà, à tenir cette place, mais voilà, quand on est en tête, après c'est un peu tête dans le guidon tout en restant à l'écoute de ses sensations, et puis voilà, à pas se cramer non plus, quoi. Donc je suis resté tête dans le guidon à peu près jusqu'au col du Tricot, et après j'ai un petit peu lâché mentalement, je voulais plus gérer la descente, ce qui est pas super parce qu'on n'est plus dans le même rythme, on freine trop, voilà, on n'a pas la même lecture de terrain parce qu'on va pas aux mêmes vitesses. Mais voilà, c'était un petit peu là, quand on a très peu d'écart, on se pose pas de questions. Là j'avais un matelas assez confortable, donc on essaye de plus gérer pour pas se baisser, parce que voilà, tout peut arriver, même s'il y a plein de coureurs qui me disaient ouais c'est fait. Je dis non, c'est fait. Alors aux ouches on peut déjà commencer à y croire parce qu'il y a moins de risques, mais avant ça tout peut arriver, quoi. Oui, c'est la question qui nous a été posée, un des auditeurs de conseil qui me demandait à quel moment tu t'autorises à croire à la victoire. Là, avec l'avance que tu as eue, c'était clairement aux ouches, une fois qu'on a terminé la descente et qu'il n'y a pas tellement de risques. Surtout, en fait, c'est pas de faire un popcorn. Je pense que j'étais déjà encore en gestion, je continuais de m'alimenter correctement. C'était plus voilà, de la blessure, quoi. L'entorse principalement, quoi. Plutôt dernier mètre, toi, Jean-Michel, plutôt tant que c'est pas fini, et c'est pas fini. Pas fini. Là, sur une course comme ça, c'est les ouches. La course de l'UTMB, tant que tu n'as pas passé la ligne. Oui, parce que la dernière descente est vraiment proche de la ligne. C'est proche de la ligne, voilà. Donc tant que tu n'as pas passé, nous on le voit, pas chaque année, mais tu vois, par exemple avec François, tu as un quart d'heure d'avance, mais c'est le stress complet, parce qu'il peut se relâcher au moment, il se fait une cheville, un quart d'heure, c'est rien. Et c'est fini, ça s'arrête net. Au bout de 20 heures, ça s'arrête net. Moi, je me souviens d'une chute justement sur la CCC, ça date un peu, en 2009. Je tombe, donc du coup c'est la dernière descente, je suis pour le podium et je tombe et j'ose plus bouger parce que je sais pas si je me suis fait mal. Mais voilà, non, c'est pas se relever, et puis même si on a des coureurs qui nous disent avec la marge qu'on a, c'est bon, c'est fait, mais non, c'est pas fait, quoi. Nous, ce qui est par contre marrant, tu vois, derrière, ce qui fait lui, nous aide complètement, nous comme là sur la montée d'Autlus, où nous par exemple derrière, on sait qu'il va dézinguer les deux. Donc par contre, un garçon qui arrive, un gamin comme Elias qui arrive derrière, lui, il voit le chantier qu'il y a devant lui, il voit Minkin arrêter, il voit Hugo arrêter et tout, il se dit, ouais, lui, il se nourrit de ça aussi. Et c'est grâce à lui, en fait, que Elias revient dans le jeu, et parce qu'il prend des gens qu'il a fait sauter lui. Là, tu remets la stratégie non-stop. Hein. Donc c'est Elias qui t'a fait porter la bouteille de champagne sur la ligne d'arrivée, c'est ça, c'est de sa part. Tu as contribué il peut. directement à sa 3e place. Comment elle s'est passée, la course d'Elias, Jean-Michel? Est-ce que tu peux nous la raconter là aussi, dans les grandes lignes? C'est ça, nous c'était pareil. Nous, le 1, sérieusement, c'était d'arriver à Beaufort, parce que avant Beaufort, il faut juste tenir le truc et être pas trop loin. L'objectif, c'était d'être à 10 minutes à Beaufort. Et Elias, il a 11 minutes à Beaufort, donc c'est propre. Et après, on savait, on connaît les météos, on a les météorologues, on a quand même un peu de 3 données, qu'on savait que ça allait chauffer et tout, et après il fallait tenir. Et il rentrait plus dans un domaine où il est pas trop mauvais, sur des montées sèches, des choses comme ça. Donc après, voilà, c'était de la gestion, et nous, c'était de la gestion tempo. Ce coup-ci, après, Ludo, il était parti, parce que même s'il dit, moi j'étais à la Notre-Dame, il passe, il a quand même 32 minutes d'avance, tu vois. Bon, Ludo, tu dis 30, je dis 32 minutes, il me dit 32 minutes, il me dit, ouais, 32 minutes, quand même, il faut que je tienne. Ouais, t'as quand même 32 minutes.
tu peux dérouler un peu au contamine, tu vois, au moins. Mais il était bien dans son truc. Après, non, Elias, derrière, tu joues pas le même jeu quand même. Même s'il fait troisième, tu joues un jeu contre Martin Kern, contre un Guillaume Boxis. Un Guillaume, en plus, on le connaît bien, parce que Guillaume, il était Team Sport aussi seulement, qui peut revenir aussi parce qu'il a les mêmes stratégies que Elias. Donc c'est hyper intéressant sur cette nouvelle génération de garçons qui sont derrière, qui apprennent. Et il faut on redébriefe tout là, pour apprendre encore plus en débriefant ce que fait un véritable élite. Mais ouais, c'est peut-être hard, mais c'est ça. Tu as un véritable élite et un Elias en construction. Et tu t'inspires et tu regardes et tu progresses. On t'a vu à l'arrivée très ému, Ludo, et je dois te dire que je pense que toutes les personnes qui ont vu directement à Chamonix ou en vidéo ton arrivée ont été pris aux tripes et au cœur, je pense. Et je te conseille très chaleureusement, Sissi, de regarder cette vidéo, c'est très puissant. Elle avait une saveur toute particulière. Ouais, bah oui, c'était un petit peu particulier, quoi. Ouais. Ouais, bon, c'est une belle année sportive, mais à côté de ça, c'était un petit peu compliqué dans la famille. Voilà. Il y a des événements qui font partie de la vie, mais qui sont difficiles à encaisser. Et ça fait partie aussi des soutiens qu'on pouvait trouver sur la course, d'avoir la motivation. Voilà. Donc, ouais, je l'ai dédié aussi à ma mère qui nous a quittés, du coup, en milieu d'année, enfin, voilà, en mars, quoi. Merci, parce que c'était un moment très, très fort à vivre aussi pour nous. Oui, bon, il y a très ça. touchant. Après, voilà, c'est aussi le partage avec ma famille qui est toujours présente. Là, il y avait toute ma femme et mes filles qui ont fait toute l'assistance. Alors, c'est une assistance qui est quand même un peu plus facile qu'à la Diag. C'est vrai que la Diag, l'assistance, c'est un petit peu différent. Mais voilà, ça fait plaisir de passer la ligne voilà, pour différentes raisons. Aussi, en fait, tout au long du parcours, le soutien des personnes qui sont là sur le présent, enfin, qui sont là, voilà, qui te soutiennent, voilà, qui sont déjà contents pour toi. Et puis après, Cham, ça reste quand même une arrivée, même si on n'est pas au niveau de l'UTMB, ça reste une arrivée qui est quand même voilà, qui est pleine d'émotions déjà par le public qui est là pour suivre la fin de course, quoi. Je t'ai lu avoir dit que tu n'avais rien à prouver. Tu dis ça de façon très humble. Est-ce que ça change la dynamique? Est-ce que finalement ça contribue, ça peut expliquer aussi que ces résultats et ces performances assez exceptionnelles hier et puis ces derniers mois, est-ce que ce détachement aussi il est fortement contributeur de ces performances? Oui, déjà, enfin, comme j'ai dit, moi, c'est pas mon travail. Je suis salarié comme tu disais, en fait, de Skyguide, donc du contrôle aérien suisse. Et donc déjà, j'ai peut-être moins de pression par rapport à certains coureurs qui sont pros ou qui veulent en faire, en tout cas, leur ressource principale. Donc ça, c'est un point, mais voilà, je me mets plus de pression par rapport aussi à l'expérience que j'ai eue, les courses que j'ai gagnées. Bon, je m'en satisfais, peut-être qu'il y en a encore d'autres, on ne sait pas. Mais ouais, moi j'ai passé une bonne nuit en fait avant la course. C'est pas J'ai sympa pu de faire faire, ça, j'ai pu faire une sieste, j'ai même refait une sieste après le repas. Donc bon, ça m'enlève un petit peu de pression là-dessus. Et, disons peut-être, elle est encore trop jeune, elle a que 40 quand même. Mais voilà, se détachera peut-être un petit peu de ça et puis prendre un peu plus de recul. Je pense que ça joue un petit peu aussi l'expérience. Même si je n'étais pas complètement sans pression, enfin, pour le dire, on est toujours un petit peu, voilà, des fois un petit peu stressé quand voilà, il y a des choses, on a aussi une vie familiale, enfin, il y a des choses on n'est pas complètement en fait dans une bulle fermée, donc voilà, des fois, faut faire un petit peu les compromis avant une course aussi, quoi. Si, après une course comme celle-là, est-ce que c'est la satisfaction qui prend le dessus tout de suite? C'est le plaisir qui reste ou il y a quand même trop de souffrance physique et il faut un petit moment pour post-rationaliser ce plaisir? Quand on se lève le matin, on se dit mais pourquoi je me réfléchis autant. Non, on est détruit physiquement, on est détruit clairement. Après, c'est vrai qu'avec l'expérience, on récupère plus vite, on a moins mal et on voit les choses différemment. Mais
Mais le corps trinque, hein, c'est clair, sur autant d'heures d'effort et sur une course comme ça où il y avait des descentes qui se couraient bien, mais justement on se pétait bien les quadrilles sur certaines descentes où on pouvait bien courir. Et celles qui étaient un peu techniques, on faisait des petits sauts, donc forcément, voilà, musculairement, c'est un peu compliqué. Mais non, après, comme toutes les courses, on oublie le négatif, on retient le positif, et puis 3 jours plus tard, hein, on a oublié qu'on a eu mal et on a envie d'y retourner. C'est ça, c'est la beauté de ce sport aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est plus dans la satisfaction que dans l'échec. Et même si je pense que c'est important d'analyser quand ça s'est pas bien passé pour s'améliorer. Voilà, pourquoi ça s'est pas bien passé, qu'est-ce que je peux modifier, comment je peux mieux dormir, par exemple. Non, moi je sais que c'est pas du tout je me mets la pression quoi, mais c'est que je dors pas super bien et c'est vrai que quand tu prends le départ d'un ultra le soir et que comme à la Diag, hein, tu pars à 21h, il faut avoir bien dormi les jours d'avant et tu te rajoutes une difficulté quand le sommeil c'est pas trop ça quoi. Mais le corps est quand même bien constitué. On arrive à tenir avec 3 nuits blanches, sans problème. Ludo, je crois que tu as attendu dans quelques minutes. On se donne encore 5 minutes pour finir cet épisode. Si ça vous va, c'est une proposition. Jean-Michel, c'est quoi la suite pour Elias? Comment est-ce qu'on construit sur tout ça? La suite, je crois que c'est le lundi prochain. On fait un brief pour savoir s'il s'arrête la saison maintenant. Tout simplement, parce qu'il a fait sa saison, il faut qu'il profite maintenant. Et on ne sait pas parce qu'il a fait une belle perf qu'il doit tout de suite courir derrière. Il a le temps, et il a le temps de grandir. Regarde, il a la moitié de son âge presque. Donc il a le temps. Il ne faut pas rester surfer sur un délire en disant ouais, je vais tout de suite m'inscrire, tout de suite je vais au Templier, tout de suite je vais ailleurs. Pas d'emballement. On se calme, on réfléchit et ta saison elle est faite. C'est ce que je vais dire. Ta saison elle est faite, ta saison elle est réussie. Maintenant, fais-toi plaisir. On attend peut-être la neige, enfin la neige qui arrive et voilà. Et on repartira surtout sur une saison complète en 23. Les choses petit à petit, c'est toujours notre philosophie à nous. C'est petit à petit, on met les briques et on se donne le temps. On laisse grandir comme ça. Si tu as pris de la soupe à l'arrivée, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que tu aurais réagi si Ludo est arrivé et t'avait proposé du champagne, puisque Ludo est arrivé avec une bouteille? Est-ce que tu aurais accepté une coupe de champagne de Ludo ou pas? La ligne d'arrivée passée. 5h du matin, j'avais pas trop envie de champagne, j'avoue. C'est la sortie de boîte normalement, non? Justement, en fait, normalement tu vas te coucher. Une petite coupe de champagne partagée avec Ludo, ouais, quand même, pour fêter sa victoire. Est-ce que ça se refuse? Non, c'est impossible. D'ailleurs, Ludo, attends, t'as gagné l'UTMB, t'as gagné la TTS, est-ce que t'as déjà gagné la CCC? Non, 2 x 3. Va falloir essayer de faire le triplé. Oh la pression. Oh, la pression était pas de répit, hein. Tu viens de terminer et hop, déjà sur un prochain objectif. Dans Course Épique, il y a habituellement une rubrique qui s'appelle la basket chinoise qui dérive de plus en plus d'un format questionnaire de Proust. J'ai donc une question que chacun va poser, va piocher, c'est un peu ambiance tirage au sort de Ligue des Champions, et poser à son voisin de gauche avant une dernière question et nos au revoir. Allez-y, Jean-Michel. Je vais me lever, non, c'est bon. Ludo, quelle est la question savoureuse qui attend Jean-Michel? C'est bon signe, c'est alors, Jean-Mi, quel talent tu aimerais le plus avoir? Tes cheveux. L'écriture. Je te jure, t'as des cheveux quand tu cours. C'est affreux. J'ai cru que c'était Sissi qui courait. Je sais pas, vivre encore quelques temps. C'est pas un talent, ça? Si, ça peut être. Non, je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de continuer à trouver des petits jeunes aider des garçons et des filles. Tu l'as déjà, donc du coup, c'est... Non, ça c'est pareil. Il faut faire une remise à niveau à chaque fois. Il faut poursuivre. Jean-Michel pour Sissi. Je ne parle pas de Laurent Ardito. Laurent, tu me détestes. Est-ce que tu as la main quelle personne vivante admires-tu? Est-ce que Laurent est vivant? Ça peut être quelqu'un de ta famille, un proche, c'est pas nécessairement Michael Jordan ou Kylian. En fait, je suis pas trop dans l'admiration, je suis pas trop dans la fanatitude et l'admiration, mais il y a beaucoup de gens, j'admire Ludo pour ce qu'il vient de faire,
J'admire les gens qui vont bosser à 3 heures du mat tous les jours. J'admire les gens qui sont passionnés par leur travail et qui se donnent à fond. J'admire les mères de famille qui gèrent 6 enfants, la vie du quotidien. Voilà, enfin, j'admire des états d'esprit, mais une personne en particulier, non, mais ouais, des façons de Une faire. typologie de personnes. Ouais. Ouais, c'est ça, plus ça. Voilà, ce sera ma réponse. C'est mon Parfait. dernier mot. Avec, beau, ce que en plus, c'est une Tu devrais caresse faire de la pour Ludo au politique. passage. Tu sais, ça fait un peu de discours politique ce que tu as fait. Très Tu te rappelles politiquement pas les correct. fronts, là, les premiers, les. À qui je pose ma question, moi, du coup? Ah, Ludo. Personne de gauche, personne de gauche. Ouais. Alors, Après, je vois si je la prends ou pas. quelle est ta vision du bonheur parfait? Tu as 4 heures. Bah, C'est quoi les la vision, composantes passé un certain âge, elle est déjà plus floue. Faut la regarder de plus loin. Faut avoir un peu plus de recul. Non, mais voilà. Après, je pense avoir déjà un être assez proche. Voilà, il se trouve qu'il y a des événements qui se passent et qui font qu'on n'est pas dans un monde idéal. Mais à part ça, je pense que en ce qui me concerne, en tout cas, après la vision du monde, enfin, je suis plus sur la vision de ma famille quoi, que la vision du monde. La vision du monde, il y a tellement de choses à dire, et ça dépend à qui on va s'adresser. Il y a des sensibilités différentes. Donc là, je vais faire une réponse un peu politique. Je ne vais pas parler de la vision du monde, mais sur la vision de ma famille, je suis assez satisfait de, pour l'instant, ce qu'on fait avec ma femme, qui est dans le public nombreux ici. Une dernière question pour vous tous. C'est l'heure de l'instant grosse cote, grosse gain, gros respect. Je ne sais pas si ça vous parle. Un petit pari. Est-ce que vous pourriez vous mouiller avec un pronostic ou en tout cas une intuition, un choix de cœur sur la course de vendredi, l'UTMB? Moi, j'ai déjà donné un choix pas du tout impartial. Et donc, pour rester chez les Bleus et chez les Français, avec Thibaut. Belle Voilà. chance française. Mais voilà, c'est pas gagné. Ça peut être un choix de cœur. Mais Hein, voilà, voilà, c'est pas c'est ça. forcément qui gagnera, mais Et c'est il faudra quand même aller le une déloger, aspiration. le kiki, quoi. Entre autres. Thibaut Garrier. Moi, je suis plus à l'aise ce coup-ci. Une grosse cote, Aurélien, Ok. qui va ramasser les bords. Ok. Il est super bien dans sa tronche, il est reposé, il connaît le parcours. Si ça se durcit avec 2 gouttes de flotte, Aurélien. Moi. Ok. Inattendu. On regarde ça samedi. Si, tu as une idée Alors, en toute honnêteté, j'ai même pas regardé le plateau. Qui c'est qui court? Je sais- J'ai entendu qu'il y avait Il y a Kylian, 2-3 quand même. coureurs. Kylian, Tu dis Jim. Kylian, si tu veux, tu dis Kylian, c'est tranquille. tu vois. J'allais dire Kylian, mais j'ai appris ce midi qu'il courait par Oui. Benoît Girondel, Oui. parce que je ne savais même pas qu'il courait. Tu sais qui c'est Kylian qui a la banane. Kylian. Jornet. Voilà, Ronette. Tu sais, Pisil. J'ai pas, mais même à la TDS, j'avais pas regardé. Je suis pas trop. Je m'intéresse. Attention, c'est pas ça. Oui, t'as d'autres trop choses. la coach du à trail. l'esprit. Mais non, mais on verra vendredi. On verra vendredi, Non, samedi. une réponse. C'est Non, quoi, ça là, va tu vas être pas nous faire ta Non, politicienne. non. Mais Une je sais réponse. pas. Vas-y. Arrête. Vas-y. Pourquoi vous avez d'ailleurs pourquoi ils ont parlé que des plateaux masculins Ah, et c'est les vrai. filles non? Mais attends, c'est la deuxième non, mais question. t'as toujours Attends, pas ça vient. répondu. Tu as raison. D'accord, t'as Oui. dit qu'il y a personne. Bon, ok. Parce que les filles ça compte pas en T'as fait. raison. Marianne t'as raison. Hogan chez Salomon, elle a ses chances, Alors, bon, par exemple. il parle de la course. Alors, scratch. Tu peux donner une fille maintenant. Et après, peut-être il y a une deuxième question pour les filles. C'était libre Mais après, interprétation. Cathy, moi je suis Cathy chez les filles. Cathy Chaille. Parfait. Jean-Michel, un mot complémentaire. Marianne, Ouais, Marianne, elle peut faire quelque chose. Elle va bien, elle va j'ai surprendre sorti tout le des monde. cotes. Hein. Alors, si je fais les deux, là. Ah non, mais là, là, c'est le hold-up. Plus besoin de bosser. C'est chose dont tu serais bien incapable, Jean-Michel. Merci à tous les moi, trois. tu me poses pas la question. alors. Non, je t'ai pas demandé. Moi, je reste. Mais t'as dit Garrizy. Et Pépé. Oui, mais j'ai pas donné pour les filles. Du coup. Ah oui, féminine, Alors vas-y, bien pareil, sûr, je reste, excuse-moi. je reste chez Oka et puis français, donc j'ai dit pour Audrey. Manon. Voilà. Ah oui, Audrey, Manon aussi. Il a un contrat. Manon, tu vois, il doit dire que des Oka. Tu vois. Très corpo. Je ne peux pas dire. Vous voyez pas le Oka Est-ce que tu peux zoomer sur la casquette de Ludo, s'il te plaît, qu'on voit bien ce dont il s'agit? Non, c'est vrai qu'il y a Merci. Manon et Audrey. Ouais. Voilà,
Audrey a un peu plus d'expérience maintenant. On verra, mais en tout cas, bonne course à tous, que ce soit masculin ou féminin. Merci. On attend quand même la course scratch. Du coup, c'est. Le petit genou, Kylian. Apparemment, il est fort. Je ne connais pas, mais bon. On t'a soufflé. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois pour votre disponibilité et nos échanges qui ont été aussi sympathiques et passionnants. Merci Ludovic et Sissi, après une course aussi éprouvante, intense, d'avoir trouvé le temps pour venir. C'est un plaisir et une chance de vous avoir eu. Merci Jean-Michel aussi d'être toujours là et de toujours répondre présent. Bonne continuation chacun dans vos aventures respectives, que je vous souhaite heureuses. Et elles le seront, je le sais. Profitez bien de toutes les réjouissances que nous offre Chamonix là dans ces prochains jours. C'est quand même une grande fête qu'on vit. Et puis vous avez coché la case course, donc effectivement, il n'y a plus qu'à profiter. Et je sais que vous le ferez très bien. Merci à tous pour votre présence. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec donc Marianne Hogan qui sera là, Michel Poletti et Julien Chaurier, qui nous offrent le plaisir d'être là pour le prochain épisode de Course Épique. Merci à tous. C'est l'heure de l'apéro. Merci. Comptez sur nous pour profiter là. Je m'inquiète pas. C'est l'heure de l'apéro d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est ton podium, là.